Bonsoir, 19h passé d'une minute, soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 3 novembre 2020 avec le journal ce soir à l'échelle de nos vies et du monde. Voici les titres de votre information sur la première. Le rythme de propagation de la Covid continue, des modèles mathématiques ont été mis en place. Il s'agit de prévoir de quoi sera fait demain. Nous regarderons cette modélisation, mais à la cadence actuelle, les choses pourraient se compliquer vraiment très rapidement. Il faudra attendre encore pour qu'un tribunal s'intéresse au contentieux entre Oscar Temarou et Hervé Leroy, le chef du parquet de Papeete. En jeu, la notion de présomption d'innocence. Les débats devant les juges de Nouméa sont reportés a priori au 25 novembre prochain. Rien n'est fait. La nuit américaine compte État après État pour savoir le nom du futur président du pays. Tout est serré. Le Sud n'a pas dégagé la route à Biden, le démocrate. Tout se joue au Nord. Sur le décompte partiel, Donald Trump est légèrement en retard. Tout pourrait se jouer donc dans un mouchoir de poche. Les bureaux de vote ont fermé il y a 2 heures en Californie, a priori un territoire démocrate par tradition historique. Nous ferons un détour à San Diego, en attente notre envoyé spécial, Heidi Yanko, pour faire le point sur les grands chiffres de cette élection passionnante. À tout à l'heure. Un drapeau américain avec un bleu lagon dans le Pacifique Sud, ils sont nombreux. Les citoyens américains, notamment ici en Polynésie ce soir, il faut aimer l'arithmétique, je rajoute, je soustrais. Nous avons rencontré des électeurs quelques heures avant ce suspense façon Hitchcock. L'eau, une source de bonheur, 200 personnes sur l'île de Taha en manquent tous les jours, alors c'est la galère, notamment pour les adolescents scolarisés à Ariatea. Des familles dans les 2 villages nous ouvrent leurs portes pour nous conter ce quotidien sans eau. Et pour débuter ce journal, les chiffres de la Covid-19 pour la journée, 303 cas nouveaux en 24 heures donc. À l'hôpital, 87 patients, 26 sont en réanimation. Vous voyez le tableau. Le nombre de décès est de 38 depuis le début de l'épidémie sur notre territoire. Alors ces chiffres peuvent-ils faire l'objet d'une prévision ? Cela fait déjà 7 mois que le virus parcourt le monde. Des outils de modélisation ont été mis en place avec l'expérience, à partir donc d'applications mathématiques. Si le sursaut n'arrive pas rapidement ici, la modélisation, les chiffres du moment laissent entrevoir un futur immédiat bien délicat. Reportage avec Zan Fanoriatis et Marcel Bonneau. C'est à partir du mois d'octobre que la situation s'est fortement dégradée. À moins d'être un devin, faire des projections sur l'évolution de l'épidémie du virus Covid dépend de plusieurs variables difficiles à identifier. Même en termes de nouveaux cas détectés, confirmés au laboratoire, mais aussi dans les hospitalisations, surtout au CHPF. On voit aussi qu'on a des nouveaux cas sur les îles, une quinzaine d'îles qui sont touchées maintenant. Donc on voit une évolution qui correspond à une croissance dans les chiffres et un élargissement dans les îles qui sont touchées. Ce que l'on sait, c'est que sur 270 000 habitants, au moins 8 000 personnes ont contracté la maladie. Autre certitude, à ce rythme, les structures sanitaires seront rapidement encombrées. Toute la problématique est dans la capacité de pouvoir accueillir des gens à l'hôpital qui nécessiteraient des soins un peu compliqués, voire de la réanimation. C'est ce qu'on a dit depuis le début de cette crise Covid, c'est au maximum étaler cette crise dans le temps et respecter les fameux gestes barrières pour faire en sorte que les gens qui nécessitent hospitalisation s'étalent dans le temps et qu'on n'ait pas à gérer une quantité importante de patients qui, à un moment donné, ferait qu'on ne puisse plus gérer ça, justement, à l'hôpital et avoir à faire des choix, ce qui est très dramatique. Avec 550 000 nouveaux cas dans le monde, les chiffres du Covid explosent en Europe, aux États-Unis et d'autres pays. Des États dont le pic d'occupation hospitalière ne permet plus de gérer les cas qui se multiplient de façon exponentielle. Toujours au chapitre santé, il n'y avait pas d'urgence, mais prendre de l'avance pour ne point avoir le souffle court fut la logique de tous les acteurs de santé, cliniques, pompiers et hôpital, oxygène, la vie plus que jamais, car l'augmentation des cas de Covid-19 appelle à une consommation en os. Les réserves sont grandement prêtes. Au reportage avec Nicolas Suire et Patrick Tinsing. Ils consomment plus d'oxygène. Les pompiers de Papeete enregistrent une augmentation de 100%. Leurs ambulances sont réapprovisionnées plus fréquemment depuis que la Polynésie française est touchée par la Covid-19. Depuis le Covid, on peut dire qu'on a doublé la consommation. À l'époque, avant Covid, c'était 3, 4 par semaine et là on est à 8. 8 bouteilles, dans 6 bouteilles de 6 litres et 2 bouteilles de 15 litres. Il n'y a pas de pénurie pour autant.
Pour l'heure, les cliniques du privé ne consomment pas plus que d'habitude. Normal, c'est l'hôpital qui prend en charge tous les malades de la Covid. Les cliniques du privé ont tout de même créé des stocks en Nouvelle-Zélande dans des containers adéquats. Le seuil minimum qu'on a en permanence, donc qui est à PAPET, là, il permet de répondre à un besoin aux besoins normaux de ces établissements multipliés par 7, ce qui correspond en fait aux estimations de besoins prévisionnels pour la prise en charge des patients Covid. L'hôpital produit lui-même l'oxygène dont il a besoin. À 50% de sa capacité, il a constitué des stocks à l'instar des cliniques. De plus, un plan de désengorgement de l'hôpital vers le privé est en cours d'élaboration, car les chiffres tendent hélas vers la hausse, aussi bien pour le nombre de cas que pour le nombre de décès. Justice et bis repetita, comme on dit en latin, l'affaire entre Oscar Temaru et le procureur Hervé Leroy, encore reportée devant le tribunal de Nouméa. Pour mémoire, il s'agit d'un contentieux né autour du respect, oui ou non, de la présomption d'innocence. En Nouvelle-Calédonie, les réseaux indépendantistes se sont mobilisés pour soutenir le maire de Faa. Compte rendu sur place avec Natacha Lassos-Cognare, Louis Perrin. Devant le tribunal de Nouméa, les mouvements indépendantistes locaux manifestent leur soutien au maire de Faa, Oscar Temaru. Des membres de sa famille se sont aussi déplacés. Monsieur Jules Maï, qui est donc un membre très proche de monsieur Oscar Temaru, et moi-même sont venus en soutien pour lui témoigner notre attention et notre, on va dire, soutien fraternel et familial. Actuellement à Tahiti, Oscar Temaru est représenté par un avocat calédonien pour l'examen de son dossier devant le juge des référés. Après avoir été renvoyé une première fois le 21 octobre dernier, l'affaire est à nouveau prorogée, car un agent judiciaire du Trésor est assigné. La prochaine audience est prévue le 25 novembre prochain. Là, on a déposé des écritures aujourd'hui. Du coup, on va devoir, dans 2 semaines, on va se retrouver au tribunal de nouveau pour pouvoir donner cette assignation. Et normalement, on devrait avoir une visioconférence en décembre pour pouvoir plaider le dossier et permettre aux avocats polynésiens de plaider le dossier eux-mêmes. Ces échanges d'écriture reportent de plusieurs semaines le début des plaidoiries des avocats. Elles pourraient se dérouler au mois de décembre. Écoutez, on est au civil, donc ici on n'est pas au pénal. C'est monsieur Temaru, condamné déjà en première instance, en appel certes, qui a décidé de s'attaquer à monsieur le procureur. L'affaire a été dépaysée. Les parties s'échangent des écritures, font valoir leur point de vue. Les avocats tahitiens auront l'occasion de plaider cette affaire. Moi, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Pour rappel, Oscar Temaru a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFP d'amende, sans peine d'inéligibilité en septembre 2019, pour avoir octroyé des fonds publics à la radio communale Tefana. Suite au procès, le procureur de la République, Hervé Leroy, avait rédigé un communiqué dans lequel était stipulé que le maire de Faa était condamné, sans mentionner ses voies de recours. Une faute grave, selon maître Claude Girard, qui pointait du doigt l'atteinte à la présomption d'innocence de son client. Le Monde et les États-Unis maintenant en focale dans ce journal. Nous partons direction San Diego en Californie avec la nuit électorale américaine. Les premières tendances se dessinent. On va retrouver notre envoyé spécial Heidi Yenko sur place. Alors Heidi, qu'est-ce que nous disent pour l'instant les dépouillements qui sont en cours aux États-Unis, un pays avec beaucoup de fuseaux horaires? Bonsoir Heidi. Bonsoir Stéphane. Alors ici en Californie, écoutez, il n'y a pas vraiment de surprise, même si le bureau de vote vient juste de finir, vient juste de fermer, puisqu'il est à peu près 22 heures ici. On a déjà commencé le dépouillement, mais ici on sait que ça va être une vague bleue, puisque la Californie est le plus gros État démocrate des États-Unis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment même, il y a le dépouillement un peu partout, évidemment à l'Est, qui vont fermer beaucoup plus tôt. On est déjà à 205 grands électeurs supposés pour M. Biden et 136 pour le président sortant, Donald Trump. C'est quoi exactement ces grands électeurs? Eh bien, écoutez, c'est comme en Polynésie, c'est un suffrage universel indirect pour le président. On élit des grands électeurs qui ensuite éliront le président. Et il faut avoir environ 270 voix pour gagner cette élection. Pour l'instant, dans 205 contre 136, mais faites attention parce qu'il y a environ 100 millions de bulletins de vote qui ont été envoyés par courrier. Et ces bulletins, eh bien, il faudra un peu plus de temps pour pouvoir les dépouiller, évidemment, parce qu'ici, ce n'est pas juste un bulletin. C'est un gros carnet
où il faut ouvrir et ensuite à l'intérieur, il faut cocher plusieurs cases et donc il va falloir vérifier tout ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, les recours sont possibles et le président sortant, Donald Trump, vous voyez à l'écran évidemment, a promis qu'il poserait tous les recours possibles s'il y avait une petite anomalie dans n'importe quel endroit ou n'importe quel bureau de vote. Donc vous imaginez, c'est quand même un peu plus de 250 millions d'électeurs qu'on a ici, c'est un gros pays. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien peut-être des tensions si Trump ne gagne pas, puisque certaines franges de la population, les extrémistes, ont promis que si le président sortant ne repassait pas, eh bien il y aurait des revendications, il y aurait des protestations. Mais si Biden passe, il peut aussi tout simplement ne rien se passer et que ça se passe très bien derrière. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il faut attendre les résultats. Plusieurs États ont promis qu'ils iraient jusqu'au dernier bulletin à dépouiller pour être sûr qu'il n'y aura pas de recours. Et puis, vous savez, il y a toujours des surprises, comme en 2004 en Polynésie, quand la Polynésie était orange au coucher et s'est réveillée bleu. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut y arriver ici. Tout ce qu'on sait, c'est que si le président Trump repart, eh bien, il restera le 45e président des États-Unis. Par contre, si Joe Biden passe, ce serait alors le 46e président des États-Unis. Et tout ça sera confirmé quand? Eh bien, pas tout de suite, seulement le 20 janvier, lorsque ce nouveau président, ou ce président qui pourrait être réélu, eh bien, devra poser sa main sur la Bible pour dire merci beaucoup de m'avoir élu. Donc voilà. Ici, en tout cas, tout se passe dans le calme. Il n'y a pas eu du tout les tensions qu'on aurait pu attendre. Vraiment, l'élection s'est bien passée. Et n'oubliez pas, à Hawaï, les bureaux de vote viennent juste de finir. Merci beaucoup pour ce point complet. Les feuilletons à l'américaine, c'est donc pas une légende. L'Amérique en cette soirée, centre du monde, chaque bulletin comptera, notre envoyé spécial vous l'a dit, dans l'écriture de cette histoire contemporaine. Au Fénois, il y a plus de 1000 électeurs concernés. Nous les avons rencontrés dans la journée pour ce remake du jour le plus long sur le terrain. Mélissa Chong avec Hiro Terrorotois. Quand l'adage dit loin des yeux, loin du cœur, Martin Neufziger ne l'entend pas de cette oreille. Ce ressortissant américain est en séjour à Tahiti et il a bien pris soin de voter en ligne. Dans sa famille installée en Californie, tout le monde ne vote pas pour le même candidat. C'est très serré. J'espère que Joe Biden sera élu. Mais j'ai le sentiment que les votes se tourneront plus vers Trump cette année. Ma maman est pour Joe Biden, mon papa est pour Trump, mes frères et sœurs sont plutôt pour Joe Biden, mais je sais que dans mon entourage, certains vont voter pour Donald Trump. Toumata Robinson a la double nationalité française et américaine et c'est depuis son salon qu'elle suit attentivement les chaînes d'information pour se tenir au courant des premiers résultats. Elle craint que Donald Trump, qu'elle qualifie de clown, soit de nouveau réélu. On a vécu tout ce qui se passait en amont et voir ce que Trump dit pendant ses rallies, comme on dit, je trouve ça honteux. Et je trouve que même si on n'est pas d'accord entre deux grandes figures comme ça de la politique, le minimum c'est d'avoir un certain ounce of class, comme on dit en anglais, un tout petit peu de classe. Inciter à la haine comme il le fait, je trouve ça vraiment pitoyable pour une grande nation que j'aime. Si Donald Trump fait l'objet de nombreuses critiques, Joe Biden est lui aussi très attendu sur les réformes mises en avant dans son programme. Joe Biden, il va pousser plus pour l'éducation gratuite, pour la sécurité sociale. Ce sont deux trucs pour moi qui sont essentiels dans un pays. Et aux US, en ce moment, on n'a pas ces deux critères-là. Et je pense que c'est important de les introduire dans le gouvernement d'un pays. J'attends avec impatience 5 heures ici. Ça sera 10 heures du soir là-bas pour voir un peu les résultats. On n'aura pas les résultats tout de suite, malheureusement. En général, on a les résultats dans la soirée. Mais là, avec tous les votes qui ont été envoyés par courrier, parce qu'on est en temps de pandémie, justement, on va devoir attendre peut-être 10 jours. Les États-Unis sont considérés comme la première puissance mondiale, mais les Américains ne connaîtront pas ce soir le nom de leur nouveau président. Il faudra encore patienter pour savoir qui du candidat républicain ou démocrate sera envoyé à la Maison-Blanche. Et d'autres électeurs, ceux-là sont en vacances dans la perle du Pacifique, à Bora Bora. Les Américains suivent au loin, géographiquement 100 ans. La bataille pour cette élection et le vote, mais l'intérêt est vif.
Si certains affichent clairement leur préférence, d'autres conservent le secret de leur vote. Notre correspondante a interrogé des citoyens américains à Bora Bora. C'est parti. C'était une campagne présidentielle assez méchante pour tout le monde. Du coup, je souhaite bonne chance aux deux candidats, même si j'ai déjà mon favori. On a déjà le bon président pour notre pays qui a su tenir les rênes du pays comme il faut et je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur président. Je suis contente d'être ici et pas aux États-Unis. J'ai voté avant de quitter Hawaï. Je n'ai pas voté Trump. Je ne sais pas si Biden sera meilleur, mais on devait essayer quelque chose. À notre point de direct dans ce journal et direction à nouveau la Californie, nous allons retrouver Christopher Coselli. Vous le connaissez, c'est l'agent consulaire des USA ici en Polynésie. Il est du côté de Newport Beach. Bonsoir, monsieur le consul. Alors, quelle est l'ambiance en Californie? Est-ce que tout est calme entre les différents partisans des candidats? Bonsoir à vous tous. Très très calme à Tahiti, j'allais dire, en Californie ici. Je suis dans le sud de Los Angeles, pas de bar avec beaucoup d'animation, très très calme. En plus du Covid, ça ajoute l'ambiance. Est-ce que c'est une ambiance différente par rapport aux élections que vous avez connues par le passé ou c'est en tout point comparable? Alors, ce qu'on ressent quand même de tous les commentateurs, c'est qu'il y a un duplicat de ce qui s'est passé en 2016 au niveau des élections. Donc, on voit que les mêmes États votent dans la même direction. Maintenant, les États clés vont être très importants, comme par exemple la Pennsylvanie. Merci beaucoup, monsieur le consul, de nous avoir accueillis aux États-Unis. Et bon retour dans quelques temps ici au Fénois. Merci à vous. Et le décompte des voix, bonne soirée. Le décompte des voix sera long. En cause, quasiment, on vous l'a dit, 100 millions de votes émis par correspondance. Dans les États où les écarts sont minimes, ils seront donc décisifs. Les résultats que l'on pressent serrés mettent la focale sur cet aspect bien particulier de la compétition électorale américaine. Les enjeux avec notre équipe de France 2 sur place. Une case à cocher sur le bulletin de vote, que l'on glisse dans une enveloppe bien identifiée et signée. Direction la boîte aux lettres sécurisée. Je ne me sentais pas assez en sécurité pour venir voter en personne à cause du Covid. Ces boîtes aux lettres ont été relevées chaque jour par le bureau du superviseur de l'élection. Et c'est dans cette pièce que plusieurs dizaines d'agents dépouillent les votes par correspondance. Chaque signature doit être vérifiée une par une pour écarter toute fraude. Une fois les bulletins scannés, seul l'ordinateur détient le secret de l'élection. Le soir de l'élection, on aura scanné la majorité des bulletins envoyés par la poste ou déposés dans les boîtes sécurisées. Donc, entre 19h30 et 19h50, on diffusera ces résultats sur Internet. Problème, tous les États ne sont pas aussi rapides. La Floride a commencé le dépouillement 22 jours avant l'élection. Mais dans le Wisconsin, le comptage a débuté ce matin seulement. Et en Pennsylvanie, autre État décisif, on accepte des bulletins reçus jusqu'à 3 jours après l'élection. Il est très probable qu'on ne connaisse pas le résultat de l'élection présidentielle avant plusieurs semaines dans certains États. En particulier ceux qui n'ont pas d'expérience avec le vote par correspondance. Une inexpérience qui laisse la porte ouverte à de nombreuses contestations. Alors que les Américains n'ont pas fini de voter, plusieurs procès sont déjà en cours. On devra en reparler. Donc, on revient ici en Polynésie, au Fénois, avec l'école ouverte. C'est comme un cahier où l'on se plaît à jouer avec des crayons de couleur à Ao. Les vacances sont une manière d'apprendre en s'amusant, connaître sa culture, les légendes, celle de Makorea. 23 élèves ont travaillé le thème avec 5 intervenants. Au final, un joli spectacle avec costumes et rédaction. Les élèves comptent leur belle expérience. Mathieu Allo, notre correspondant. On a fait des activités culturelles, on a peint, dessiné et vous avez chanté, vous avez préparé la légende de Mokorea? Ouais. Et vous avez bien appris? Oui. Vous connaissiez déjà? Oui, on connaissait déjà. Ah, mais vous avez appris quelque chose quand même? Oui. C'est à refaire pour vous? Oui, mais c'est notre légende. À refaire, c'est notre légende.
Très bien, c'est beau le patrimoine et les légendes du Fénois. L'eau, un bien commun, un élément indispensable à la vie quotidienne, mais dans certains endroits, certains territoires, son absence complique les actions des plus anodines. C'est le cas dans 2 communes de Taha, Puturu et Amené. 200 personnes sont concernées. Les adolescents qui vont au lycée de Rayatea en pâtissent largement. Reportage avec Punatoti et Itimana Kiwi. À Taha, les habitants de Puturu subissent des coupures d'eau tous les jours. Les vannes du précieux liquide sont ouvertes de 7h à 16h. Un réel souci pour les scolaires qui partent aux aurores sans avoir eu le temps de prendre une douche utile pour le reste de la journée. Même le soir qu'on se baigne dans la terre, après il n'y a pas d'eau. Tu dois aller te baigner avant 4h. Sinon après tu ne peux plus te baigner, ça coule. Et les temps de pluie, il faut aller se baigner avant 18h. Ce problème d'eau ne date pas d'aujourd'hui. Les habitants réclament de vive voix une amélioration de leurs conditions de vie, car pour le moment, aucune solution n'a encore été trouvée pour y remédier. Je pense que ce problème a commencé il y a 15 ans. Maintenant, malgré le nombre de maires qui se sont succédés, personne n'a réussi à résoudre le problème. D'autres personnes, comme Ronnie, ont choisi d'acheter une citerne d'eau placée en bord de route. Cette citerne est une réserve d'eau collective pour tout un quartier. C'est une initiative personnelle. Quand nous n'avons plus d'eau, je mets ma citerne en face de chez moi. Comme ça, mes voisins, ils peuvent se servir aussi. La commune de Amené est elle aussi touchée par ce souci. Les Tavanas sont conscients du préjudice subi par les administrés et tentent tant bien que mal à faire aboutir ce dossier sensible. Le maire travaille beaucoup sur ce sujet pour étudier la situation au niveau de la mise en place d'un nouveau réseau. Au total, 200 foyers sont victimes du problème d'adduction d'eau potable. Or, comme le prévoit le Code général des communes, ceci est une compétence de la commune. En attendant, les habitants de Taha croisent les doigts pour que cette problématique soit réglée à court ou moyen terme. Rappel de l'information principale du jour pour terminer cette édition. Sur la première, 300 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 26 patients en réanimation au Taonais. Les modélisations mathématiques avec l'actuelle cadence nous parlent d'un futur immédiat compliqué, donc il faut vraiment continuer à être vigilant et encore vigilant. Coup d'œil sur le travail de la presse écrite. On commence avec La Dépêche qui nous conte l'histoire malheureuse d'un touriste américain mordu par un requin gris du côté de Hae, du côté de Tahiti Info, également une focale sur la santé, Covid-19, maladie chronique, la double peine. Demain matin, réveil radio à 6h pour les informations, comme d'habitude. N'oubliez pas de jeter un œil sur l'Internet 24h/24 pour suivre la réalité des élections américaines. Demain soir, 19h, édition en français, comme d'habitude. Très belle soirée avec nous. À demain. Merci.